Merci de rester fidèle au programme de Gabon 24. L'émission, c'est Moment de cadre. Nous allons parler de la journée qui s'est achevée hier avec moi sur ce plateau pour en parler. John Fitzgerald, toujours fidèle. John, merci encore d'être là ce jour. Bonjour Yael. Et puis on a un invité de marque, quelqu'un qui connaît très bien le football africain et ivoirien en particulier, le docteur David Mebrakone. Il est le PCA de Lyon Football Club Ivoire, l'IFAC, une académie bien implantée en Côte d'Ivoire et qui continue de faire son chemin. Merci d'être sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. Alors tout de suite, avant de parler de la compétition, la 34e édition, on voulait que vous nous dites quelques mots, un petit mot, une introduction sur le Lions Football Club. Je voudrais tout d'abord vous saluer et vous remercier de l'honneur que vous me faites d'être sur votre plateau pour éplucher l'après-match des éléphants avec le Nigeria. Le Lyon Football Club Ivoire est un club de football et qui a, parallèlement à sa dimension de club, englobe également une école de football dont l'objectif est de détecter les talents, de les encadrer, de les professionnaliser. Donc voilà en quelques mots ce que nous pouvons dire sur ce que c'est que le LIFAC, l'école de football, et le Lyon Football Club Ivoire, le LIFOA, qui est rattaché à la commune de Cocody. J'espère que tout se passe bien pour vous depuis la création. Effectivement, tout se passe bien. Les questions humaines n'étant pas totalement parfaites, on peut s'estimer en tout cas heureux des résultats partiels que nous avons dans notre avancée. De toute façon, nous, c'est tout le bien que l'on vous souhaite. On vous souhaite bon vent et on espère que ce club, cette école de foot va connaître beaucoup de succès. On parle tout de suite des résultats des matchs d'hier. John, on va parler d'abord de la Guinée équatoriale contre la Guinée-Bissau. Guinée équatoriale, cette formation de Nzalong nationale emmenée par Emilio Nsoué est venue à bout de l'équipe bissau-guinéenne, donc les dure tous sur le score de 4-2, donc triplé d'Emilio Nsoué, 21e, 51e et 61e minute. Voilà, vous pouvez comprendre. Plus un but de José Antonio Miranda à la 46e minute, 4-2, donc la réduction de score côté bissau-guinéen de l'œuvre d'Esteban Orozco Fernandez, mais également de Zé Tourbo en fin de match, donc 4-2. Un match assez plaisant à voir parce qu'il y avait quand même 6 buts marqués par ces deux formations. Tout à fait. Et il faut dire que le football, c'est d'abord des buts. Et dès lors qu'un match peut permettre aux téléspectateurs et aux supporters d'obtenir des buts, déjà on peut juger le match comme étant un match de bon ton. Pour ce qui concerne le match de la Guinée équatoriale avec la Guinée-Bissau, on peut dire que ça a été un match qui a débuté en faveur de la Guinée-Bissau. Sauf qu'après quelques erreurs défensives commises par cette équipe, les buts de la Guinée équatoriale sont venus pour réduire le moral des joueurs. Ce qui, naturellement, dans le football, ne fait pas cadeau. Dès lors que vous réduisez en moral, vous réduisez en capacité offensive de jeu, lié aux erreurs que vous faites, vous n'arrivez pas à rebondir. Et là, quand on a en face des buteurs comme l'attaquant d'hier, c'est des buts, c'est des buts, c'est des buts. Et c'est ce qui a été fait. Toutes les 3 occasions que cet attaquant prédateur a eues, il les a concrétisées. Et c'est ça la qualité d'un bon attaquant. Alors dites-nous, est-ce que la Côte d'Ivoire devrait avoir peur de la Guinée équatoriale? On sait que lors de son premier match, elle a tenu en échec le Nigeria, même si le football, ce ne sont pas les mathématiques. Et on a vu également une très belle équipe de Guinée équatoriale marquer 4 buts, quand on sait que c'est l'adversaire du pays hôte lors de la dernière journée des groupes. Est-ce que la Côte d'Ivoire doit avoir peur? Naturellement. Vous savez que le football, il n'y a plus de petits adversaires. Toutes les nations ont inscrit en leur sein désormais l'initiative de construire un football de qualité.
Donc, quand on va sur cet angle-là, on ne peut pas se permettre de négliger une équipe. La preuve, si on veut s'en tenir même à ce qu'on a vu, la Côte d'Ivoire a gagné la Guinée-Bissau 2-0. Mais hier, quand la même Guinée-Bissau rencontre la Guinée équatoriale, elle concrétise les opportunités de but qu'elle a. Or, le football, c'est la capacité à concrétiser les opportunités de but qu'on a. Donc, une équipe qui réussit à marquer 4 buts, c'est une équipe à craindre. Cela signifie qu'elle a des remontées de balles qu'elle réalise. Cela suppose également que ces attaquants sont des prédateurs qu'il faut craindre, car en cas d'erreur défensive, ils le concrétisent. Donc on ne peut pas se permettre d'avoir une mauvaise approche de lecture sur le système de jeu d'une telle équipe. C'est une équipe à craindre, et c'est d'ailleurs parce que nous aurons cette approche que le sélectionneur ivoirien devra donner de toute sa force dans sa stratégie pour s'assurer que les éléphants puissent sortir vainqueurs de ce match. Donc en attendant ce match, John, qui va opposer pour la dernière journée les éléphants aux Alans nationales de Guinée équatoriale, on parle de cet autre match de la Côte d'Ivoire contre le Nigeria, John. Voilà, un match qui s'est soldé bien sûr avec la victoire des Super Eagles sur les éléphants de Côte d'Ivoire, 1-0, un but inscrit donc en seconde période sur penalty par le capitaine des Nigérians, donc William Trust Ekong, 1-0. Donc on sait quand même qu'il y a eu 14 tirs côté ivoirien, dont 3 cadrés. Eux, ils n'ont eu, les Nigérians bien sûr, 11 tirs et un seul cadré. C'est celui-là qui a été concrétisé. On peut parler d'efficacité côté nigérian. Oui, on peut parler d'efficacité parce que hier, le match, comme on l'a vu dès ses débuts, déjà dans le schéma de jeu des deux sélectionneurs, on pouvait lire dans le schéma du jeu du Nigeria, c'était un 5-4-1. Donc la vision était claire. Défendre pour ne pas encaisser et s'assurer de faire de bonnes remontées de balles pour permettre à l'attaquant de concrétiser. Et c'est ce qui est arrivé. L'attaquant d'hier s'est vu dans la surface de réparation et un bon attaquant, c'est ça. Mettre l'arbitre en difficulté. Il était dans une position favorable pour lui. Il a créé la situation d'erreur chez les défenseurs. Ce qui suscite le doute au niveau de tous les arbitres et des commissaires de match qui finissent par déclarer un penalty. Et c'est ça un grand joueur. Malheureusement, je l'ai toujours dit, le système de jeu d'hier n'a pas permis aux éléphants de retirer ce but. Parce que quand on est dans une telle atmosphère de jeu, il faut déjà se couvrir. Alors qu'hier, les éléphants jouaient toujours repliés. Le système 4-3-3 laisse un milieu de terrain facilement pénétrable. L'entraîneur devait diversifier sa stratégie. Quand on commence par une stratégie et qu'on remarque qu'au cours du jeu, on n'a pas les résultats qui nous permettent d'atteindre l'objectif, il faut immédiatement modifier la stratégie. Mais garder une même stratégie, un même schéma, alors qu'on est sûr de ne pas atteindre les objectifs qui sont attendus dans le match, je m'excuse, ça pourrait friser un peu à de l'amateurisme. Est-ce qu'on ne peut pas dire que Jean-Louis Gasset a cédé aux sirènes populaires quand on sait que la population a réclamé la titularisation d'Ousmane Diomandé, mais également de Serge Aurier? Est-ce qu'on ne peut pas dire qu'il est friable, le sélectionneur actuel? Bon, je dirais peut-être pas, parce que quand on remarque déjà ses prises de position dans les classements qu'il a fait, et quand les journalistes lui posaient la question, il a dû dire qu'il s'est référé à l'opinion de Aimé Diaké et de Hervé Renard pour ne pas sélectionner certains joueurs qui auraient pu nous aider dans cette compétition. Donc,
On peut dire que c'est quelqu'un qui a carte blanche pour faire ce qu'il veut pour obtenir les résultats qui lui sont demandés. Hier, le match des éléphants a manqué d'intensité. Il faut le dire, a manqué d'intensité. On a pu voir les deux latéraux. Les remontées de balles étaient difficiles. Et les latéraux, que ce soit de gauche ou de droite, pénétraient difficilement la défense nigériane. À part Seko Fofana qui redescendait, ce bon milieu offensif, redescendait, reprenait la balle, revenait de force, n'est-ce pas, vers le 9 mètres du camp adverse, était encore obligé de rechercher les latéraux pour leur remettre les balles. Alors que le rôle d'un latéral, c'est de faire de grandes lancées de balles. Seko Fofana n'ayant pas eu cette occasion, il était donc difficile pour lui de concrétiser une action. Si vous remarquez bien dans le match d'hier, il n'a pas eu d'occasion de but, à part un ou deux tirs qu'il a fait, mais il n'a pas eu d'occasion de but. Mais qui doit mettre un tel attaquant, un tel bon milieu offensif en situation de marquer? C'est les latéraux. Mais quand il n'y a pas de balle et que cet attaquant est obligé lui-même d'aller chercher la balle, de revenir, ça lui fait double travail. Bien sûr. Alors à partir de là, l'entraîneur devait comprendre que ces deux ailes ne marchaient pas. Et c'était là la possibilité pour lui d'immédiatement procéder à des changements. Vous avez vu que quand Diakité est entré, il a commencé à offenser. C'est ça le football. Il faut chercher toujours à offenser la défense. Si ce Diakité était là déjà en première mi-temps, il aurait créé déjà la panique au niveau de la défense nigériane. Et c'est sûr qu'on aurait eu des occasions de but qui auraient pu être concrétisées par Seko Fofana. Malheureusement. Ce qui n'a pas été. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. On va vous également proposer les réactions des Ivoiriens après cette rencontre. On a vu les Ivoiriens avant la rencontre contre le Nigeria qui étaient confiants. Ils pensaient fermement que les éléphants devaient battre cette équipe nigérienne. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et puis, certains, naturellement, ont été un peu déçus. Bon, selon moi, je pense qu'ils ne se sont pas donnés à fond. Et puis le Nigeria, ils ont mérité. Voilà, selon moi, c'est ce que je vois. Le Nigeria a mérité, ils ont gagné, mais il ne faut pas baisser les bras. Le deuxième match, la Côte d'Ivoire va gagner et puis on va se qualifier. Content, hein. On n'est jamais content. Il y a eu trop de fautes. Serge Aurier. Celui-là, on veut le mettre sur le banc. On doit le mettre sur le banc. Il doit aller sur le banc de la Côte d'Ivoire. Faire entrer Gradel, Sébastien Adengra. Le milieu, c'est qu'on gère déjà. La défense, Sangaré va gérer. S'il vous plaît, le prochain match, changez un peu. Merci de jouer à changer. Merci, moi là, je n'ai pas parlé. Moi là, mon problème, c'est la femme éléphant. Il y a quoi? Je ne la change pas là, c'est tout ça là. Il y a quoi? On ne veut plus. Aurier aussi va à Nottingham. Série, Kodjo. Il y a quoi? Changer. On a fait statistique à l'école. On est fatigué des calculs. Toujours on fait statistique à l'école. Si demain on fait statistique, on va où? Nous on veut les joueurs qu'on crée sur le terrain. On veut pas les vieux. On dit, c'est vrai que les vieux, ils prennent brassard. Pourquoi? Nous on veut pas les vieux. Nous on veut les petits qui ont des tuyaux pour nous là. Ceux qui ont mouillé maillot là, c'est nous on veut. Nous venons de suivre ensemble quelques réactions de supporters ivoiriens. John, peut-être également tout de suite parler du classement de ce groupe A. Un classement donc dominé par la Guinée équatoriale, le Nzalang national qui mène les débats avec 4 points, donc après 2 matchs joués, suivi du Nigeria, 4 points également. Ensuite, nous avons la Côte d'Ivoire, pays au 3e avec 3 points, et la Guinée-Bissau ferme la marche avec 0 points au compteur. Voilà, pour ce qui est du classement du groupe A, nous on va parler également de cette autre finale, on va appeler ça comme ça, parce que l'Égypte et le Ghana, c'était ces 2 grosses équipes au niveau du continent qui malheureusement se sont séparées dos à dos, 2 buts partout, John. Justement, 2 buts partout entre les Pharaons d'Égypte, mais également les Black Stars du Ghana. On ne peut pas oublier quand même que Mohamed Kudus, qui n'était pas donné titulaire parce que blessé, mais finalement a joué la rencontre et a été le sauveur des Ghanéens avec un doublé.
Mais Omar Marmouche a répondu, ainsi que Mostafa Mohamed à 74e minute. Donc score de parité, 2 buts partout. Finalement, les Ghanéens n'y arrivent pas. Par contre, les Égyptiens, eux également, apparemment, c'est 2 matchs nuls, 2 buts partout. D'abord face au Mozambique, maintenant c'est 2 buts partout encore face au Ghana. Apparemment, le sélectionneur n'y arrive toujours pas avec les Égyptiens. Ben, ça a été quand même un match regrettable parce que le Ghana aurait pu gagner ce match. Le Ghana a joué sur un ton offensif, sans crainte. Dans sa stratégie de jeu, on a vu un Ghana qui voulait marquer des buts. Et effectivement, le Ghana a marqué des buts. Sauf qu'il y a eu de graves erreurs défensives qui ont été concrétisées par les Égyptiens. C'est une équipe qui n'a jamais, en tout cas pour l'histoire de l'équipe égyptienne, n'a jamais raté les occasions de but qu'elle obtient en surface. Et malheureusement, les 2 grandes erreurs défensives du Ghana ont payé très cher. Quand on a en face des équipes comme l'Égypte et le Maroc, c'est des équipes qu'il faut craindre à la défense. On a vu aussi quelques remontées de retour de balle dans le camp ghanéen qui n'étaient pas nécessaires. Et quand vous remarquez même la première erreur qui a été faite, c'était encore une erreur de retour de balle. Ça peut être une erreur de défense, mais quand l'erreur de défense est causée par un retour de balle, ça devient encore plus énervant. Et ce sont ces mêmes erreurs qui ont été faites par le défenseur premier qui a été changé et le second défenseur qui le remplace revient recommettre le même crime. Alors, et ces 2 erreurs ont payé contre le Ghana. Malheureusement, ça met le Ghana dans une situation très difficile. Très difficile justement puisque l'entraîneur ghanéen l'a également signalé en conférence d'après-match. On va écouter la réaction des 2 entraîneurs après le match Égypte-Ghana. Nous avons perdu du temps pour faire le changement. 3 minutes en seconde période, on avait 2 temps morts pour faire des changements. Bon, on ne sait pas. Pour Salah, il est trop tôt. On va faire un diagnostic. Ce n'est pas dangereux. Il devrait récupérer. On est évidemment frustré parce que nous avions tout pour gagner le match et je remercie les joueurs pour leur bonne performance sur le terrain. Ils ont tout donné, ils ont beaucoup couru, ils se sont donnés à fond. Je peux dire qu'au vu du résultat, ce n'est pas de la faute des joueurs, mais juste qu'on a manqué d'aptitude pour prendre les 3 points et on est vraiment déçus du résultat final. Voilà, juste après la réaction des 2 entraîneurs, on va également parler de la réaction des supporters, que ce soit égyptiens ou ghanéens, qui pour d'autres sont déçus, surtout ceux du Ghana, parce qu'on a vu quand même le Ghana mener à 2 reprises lors de ce match et s'est vu faire reprendre par cette équipe égyptienne. On regarde ensemble les réactions des supporters. L'Égypte n'était pas trop en retard. Bon, les Ghanéens, ils ont bien joué, ils étaient trop en retard. Et ils ont trop fatigué les Égyptiens. Nous avons besoin de gagner nos matchs. Nous avons absolument besoin de gagner nos matchs et j'espère que nous allons gagner contre le Mozambique. Le niveau de Ghana est très bon, très élevé. Bon, c'est dans ce match aussi. On est très satisfait du niveau de Ghana. Mais à propos d'Égypte, par contre, le niveau n'était pas trop ça. Les 2 buts qui ont été encaissés par le Ghana, c'était par une erreur défensive. Et on n'a pas vu des créations d'action. Vous savez, les joueurs ghanéens sont très prudents. Nous avons joué contre l'Égypte aujourd'hui. C'était l'une des plus belles rencontres du tournoi. Mais nous devons nous projeter pour le prochain match. Nous allons le gagner. Regardez le jeu qu'il nous propose ici. Sur le plan technique, tactique, le système de jeu, la stratégie, psychologiquement. Ce coach ne peut pas nous aider à nous qualifier. Voilà, John, des supporters un peu déçus, que ce soit du côté égyptien ou ghanéen. Donc nous allons avancer rapidement avec vous pour savoir ce que dit la presse. Pour ce qui est de la revue de presse, l'Égypte tremble pour la blessure de Mohamed Salah. On sait que l'attaquant égyptien est sorti sur blessure en fin de première période à la 45e minute. Donc le Pharaon a cédé son brassard de capitaine à Ahmed Hegazi et a échangé quelques mots avec son sélectionneur Rui Vitória en regagnant le banc. Restait désormais à connaître la gravité de la blessure, visiblement musculaire dont souffre le raid, et à savoir si celle-ci est de nature à entraver la suite de la compétition. Puis on sait qu'il y a eu également l'arbitre gabonais dont
également Ghana-Égypte. Pierre Atcho qui a tenu son rang, titre l'AGP. On savait les joueurs très contestataires, mais sauf que le jeune arbitre gabonais ne s'est pas laissé impressionner par cette facette des joueurs égyptiens. Le symbole même de cette résistante fut la remontrance avec autorité de Pierre Atcho à l'égard de Mohamed Salah, histoire de rappeler à la star égyptienne qu'il est bel et bien le seul et maître à bord sur le terrain. Pour ce qui est des éléphants qui se mettent en danger avec des calculs de probabilité, titre l'agence ivoirienne de presse. À travers cette défaite, l'équipe nationale de football représentant le pays hôte de la CAN 2023 s'inscrit dans un calcul de probabilité auquel les Ivoiriens sont presque habitués. Ils voulaient simplement qu'on leur évite cela pour cette fois-ci, surtout que la Côte d'Ivoire reçoit cette prestigieuse compétition. Serge Aurier et ses coéquipiers n'ont pas droit à l'erreur pour la prochaine rencontre face à Guinée équatoriale. Toujours en CAN, avec la CAF qui confirme que la billetterie reste sous sa responsabilité. Le titre la presse Côte d'Ivoire.ci, la CAF confirme que la billetterie pour la CAN Total Énergie Côte d'Ivoire 2023, AFCON reste sous sa responsabilité, bien qu'il y ait eu quelques problèmes d'impression le premier jour de la CAN en raison d'achats groupés de billets physiques les dernières minutes. Le système de billetterie a depuis été adapté pour répondre à de telles demandes. Voici ce que dit la presse en Côte d'Ivoire pour ce qui est de la CAN. Merci John pour toutes ces précisions, surtout en ce qui concerne la billetterie, parce qu'on sait que lors des premiers matchs, ça a été difficile, beaucoup se sont plaints de la cherté des billets. Heureusement que le gouvernement ivoirien a tapé la main sur la table, et puis tout commence à rentrer dans l'ordre. On voit des stades qui sont quasiment remplis, souvent même quand ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui joue. John, on va rapidement parler également des affiches du jour. Et les affiches du jour pour ce qui est de cette suite, deuxième journée donc de cette phase de poule de la CAN. On a Cap-Vert, Mozambique, le duel des lusophones à partir de 14h heure locale. Puis nous aurons également en deuxième heure Sénégal-Cameroun, le choc. Deuxième choc de cette phase de poule de la Coupe d'Afrique des Nations à partir de 17h, Sénégal-Cameroun, ce sera à Yamoussoukro. Puis en troisième heure, à 20h, Guinée-Gambie, pour que les Gambiens puissent se relancer contre le CELI national de Guinée. On va revenir sur notre invité, le docteur David Mebra-Koné. Que dites-vous, que pensez-vous de ce match entre Lions, les Lions de la Teranga, et les Lions indomptables du Cameroun? C'est déjà deux Lions qui vont se rencontrer. On verra lequel des Lions sera dompté aujourd'hui. Il y a le Sénégal qui doit protéger son titre de vainqueur de la coupe précédente. Elle est bien entrée dans la compétition avec déjà une victoire et une victoire imposée. Le Cameroun, quant à lui, a été difficilement dans le début de la compétition. Et donc ce soir, il va falloir que le Cameroun se protège, soit en gagnant ce match, mais avec l'équipe du Sénégal que nous voyons actuellement, c'est Sadio Mané et tous ses coéquipiers sont dans une dynamique assez rassurante pour que le match d'aujourd'hui ne soit pas un match d'élan fort. Donc c'est un grand match auquel il faut s'attendre. Il y aura certainement des buts. Le Sénégal va certainement jouer protégé parce qu'elle a déjà une victoire, elle n'est pas sous pression. Quant au Cameroun, c'est une pression. Il lui faut absolument gagner ce match si elle veut s'assurer d'arriver en huitième de finale. Donc ça serait un match avec beaucoup d'intensité. Voilà, donc merci pour cette analyse. Je rappelle que vous êtes le docteur David Mebra-Koné, PCA du Lions Football Club à Ivoire, l'IFAC. Vous étiez l'invité de Moment de CAN. Merci d'avoir été sur le plateau de Gabon 24. C'est moi qui vous remercie. Merci également à John pour toutes ces analyses et surtout pour la revue de presse. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous sommes à Cocody en Côte d'Ivoire et pour toutes les personnes qui veulent communiquer justement sur cette plateforme offerte par Moment de CAN, vous avez juste le numéro au bas de l'écran. On s'est dit rendez-vous à demain. On parle au nom de la population ivoirienne qui supporte les éléphants de la Côte d'Ivoire. Nous sommes tristes. Bon, j'ai bugué, désolé quoi. Nous sommes tristes du niveau merdique, désolé du terme, qui a été présenté aujourd'hui contre le Nigeria. Parce qu'avec un tel niveau, on ne peut pas aller loin. Même si on a pris tout carburant de gestes aussi là, on ne peut pas aller loin. Il était juste.
faut battre. Donc, pardon. Là, ça ne marche pas, c'est pas à cause de carburant seulement. Il y a des pneus, il y a un moteur, il y a tout. Il faut savoir conduire ça là, voilà. Il faut travailler en équipe. Soyez collectifs. Voilà. Sinon, on s'attendait encore plus. Tu as raison. Ça nous Voilà, fait mal. Bilaï. Merci pour la télé gabonaise de nous recevoir et puis de nous donner la chance de... C'était Gabon 24 de la Côte d'Ivoire, terre ivoirienne. Merci, merci, merci.